Bonjour. Aujourd'hui, on va parler sur le Covid SARS-19 et la relation avec la vitamine D parce que il y a une grande relation entre ces deux-là parce qu'on a constaté que les sujets qui ont une carence en vitamine D, ils vont séjourner beaucoup plus une grande durée au niveau des hôpitaux. En plus, ils vont avoir une très grande durée de ventilation mécanique. Et donc, il y a une très grande relation entre SARS-CoV-19 et la vitamine D. Donc, pour comprendre la relation entre ces deux-là, donc on va commencer par l'explication de SARS-CoV-19 et de sa physiopathologie. Donc, on ne va pas parler de façon superficielle, donc les voies de contamination, donc tout ça, on le sait tous. Mais là, on va aller en profondeur. Et donc, pour le SARS-CoV-19, donc il va entrer au niveau pulmonaire, donc au niveau de l'alvéole. Et donc, quand il va entrer, son but, il va être dirigé vers le pneumocyte de type 2, parce qu'au niveau de l'alvéole, on a les pneumocytes de type 1 et on a les pneumocytes de type 2. Donc, les pneumocytes de type 2, ce sont eux qui sont responsables de la production de ce qu'on appelle le surfactant. Le surfactant a un but de laisser l'alvéole ouvert et donc on ne va pas avoir le collapsus de l'alvéole. Donc, ce virus, il va venir ici, il va se fixer sur un récepteur spécifique. C'est le récepteur ACE2, donc enzyme de conversion donc 2, c'est ça le récepteur. Par quoi? Parce qu'on appelle les spikes. Donc le COVID-19, il a des antigènes, ce qu'on appelle les spikes. Et ces spikes-là, donc, ils sont très fameux chez les médecins qu'ils ont fabriqué les vaccins parce qu'ils sont considérés comme un obstacle mystérieux lors de la fabrication de vaccins. Pourquoi? Parce que ce spike, dans la vérité, il est formé de deux sous-unités. On a la première sous-unité et on a la deuxième sous-unité. Ces sous-unités, ils ont la particularité, c'est qu'ils sont fermés. Donc ils sont fermés, mais dès qu'ils vont se fixer sur le pneumocyte de type 2, ils vont s'ouvrir. Et donc la première sous-unité, elle va être clivée par le système immunitaire, comme je vais expliquer par suite. Et la deuxième sous-unité, elle va travailler comme un tunnel, elle va former des tunnels pour assurer la fusion avec les cellules. C'est quoi la particularité lors de la fabrication des vaccins? C'est que quand on va essayer de fabriquer ces spikes-là, donc dès qu'on va les fabriquer, donc quand on va les mettre au niveau donc au niveau du sang, ils vont s'ouvrir à notre pH physiologique. Et donc notre système immunitaire, quand il va venir, il va reconnaître la forme ouverte. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut reconnaître la forme qui est fermée pour qu'on va bloquer la fusion. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont assuré la formation, ils ont provoqué des mutations, et ces mutations dans ces deux sous-unités, ils ont provoqué la formation des ponts entre les deux. Et donc, quand on va former des ponts, ces deux sous-unités vont être fermées. Et donc, c'est comme ça que travaille la majorité des vaccins. En plus de ça, donc on va voir la fusion avec ces cellules de pneumocyte type 2. Le virus va entrer, il va utiliser la machinerie, donc il va utiliser les différents ribosomes, etc. au niveau de la pneumocyte de type 2. Il commence à produire un très grand nombre de virus. D'une part, d'une autre part, il va détruire cette pneumocyte de type 2, et quand on va détruire cette pneumocyte de type 2, on va diminuer la quantité de surfactant, et quand la quantité de surfactant elle va diminuer, on va faciliter le collapsus de l'alvéole. En plus de ça, cette pneumocyte de type 2, quand elle est attaquée, elle commence à libérer des cytokines. Ces cytokines, ils vont faire appel aux macrophages résidents au niveau de l'alvéole. Et ces macrophages résidents, quand ils sont activés, ils commencent à produire l'interleukine 1, l'interleukine 6, l'interleukine 8, TNF-alpha. Donc,
l'interleukine 1 et 6, donc ils vont monter vers l'hypothalamus et là, ils vont stimuler la production de prostaglandine, ils vont élever le thermostat, on va voir une fièvre qui est très importante. En plus de ça, ces cytokines, qu'est-ce qu'ils vont faire au niveau vasculaire? Ils vont favoriser la vasodilatation donc des vaisseaux. D'une part, d'une autre part, ils vont faire sortir ce qu'on appelle les VIPAM. Donc ce sont des récepteurs qui vont assurer la fixation de qui? La fixation des neutrophiles qui vont venir. Ils vont se fixer ici et ils vont entrer à l'intérieur. Et donc, dès qu'ils vont entrer à l'intérieur, commencent à produire des radicaux, de ce qu'on appelle les réactifs d'oxygène. Et ces réactifs d'oxygène, ils commencent à détruire, quels que soient les pneumocytes de type 1 ou les pneumocytes de type 2. D'une part. D'une autre part, ces pneumocytes de type 2, ils vont libérer l'interféron et ces interférons, ils vont essayer de stimuler les pneumocytes de type 1 pour produire des substances antimicrobiennes. Donc, quand on va altérer cette barrière-là, donc on va faciliter l'entrée des liquides. L'entrée de liquide, on va voir l'entrée de liquide entre l'alvéole et le vaisseau, et puis ils vont entrer à l'intérieur de l'alvéole. Et dans ce cas, donc on ne peut pas avoir les échanges gazeux et donc on va voir une diminution de la pression partielle en oxygène. Et quand on va voir une diminution de la pression partielle en oxygène, on va stimuler les chémorécepteurs qui vont stimuler le système sympathique. Et le système sympathique, qu'est-ce qu'il fait? Il va provoquer une tachycardie et il va provoquer une augmentation de la fréquence respiratoire. Et parce qu'il va provoquer cette tachycardie, c'est pour cela par suite on va faire le CG, parce qu'on peut avoir des troubles de rythme et des arythmies. En plus de ça, quand on va voir une diminution de la pression partielle en oxygène, donc on est en hypoxémie, donc on voit l'augmentation de la fréquence respiratoire. L'augmentation de la fréquence respiratoire, elle va essayer d'éliminer le CO2. Et quand on va éliminer le CO2 en excès, d'une façon très forte, on va tomber dans une alcalose respiratoire. Et puis, après qu'on voit la fatigue des muscles et le corps commence à s'altérer, là on voit la pression partielle de CO2, elle va augmenter dans le sang parce qu'on ne peut pas le faire sortir. Cela va donner une acidose respiratoire. Et puis avec le temps, on sait que le SARS-CoV-19, il va donner un choc septique. Et ce choc septique, on va voir un changement de métabolisme vers un métabolisme anaérobique, ce qui va donner une acidose métabolique. En plus de ça, donc dans le sang, si on va faire un prélèvement sanguin, on va trouver une lymphopénie, parce que les lymphocytes, par suite, comme je vais expliquer, sont en train d'attaquer ce virus, ils sont en train de travailler, et donc ils sont au niveau des sites d'infection, ils ne sont pas au niveau du sang. Et on va trouver une diminution de nombre de plaquettes. Pourquoi? Parce que ce virus a une très forte force de favoriser la coagulation. Et donc, quand il va provoquer beaucoup de thrombus, et là, on va tomber par suite dans la CIVD, ce qui va diminuer le nombre de plaquettes. Et ces thrombus-là, ils vont favoriser par suite au niveau du poumon, l'embolie pulmonaire, ils peuvent donner des AVC. En plus de ça, ces thrombus-là, quand ils sont au niveau coronarien, au niveau des vaisseaux, de vaisseaux cardiaques, donc là, on peut avoir des IDM. En plus de ça, le virus lui-même, il peut attaquer les cardiomyocytes. Il commence à déterminer ces cardiomyocytes. Et quand on va déterminer ces cardiomyocytes, on voit l'élévation de la troponine, l'IT, la CK1B, c'est pour ça qu'on va les doser. En plus de ça, donc ces cytokines, interleukine 1, interleukine 6, interleukine 8, TNF-alpha, ils vont favoriser quoi au niveau des vaisseaux? Ils vont favoriser l'inflammation. Pourquoi? Parce que l'interleukine 6, il va aller vers le foie. Et quand il va aller vers le foie, il va stimuler la libération de la CRP. Et en plus, il va stimuler la libération de la fibrinogène. Et puis, cette CRP, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aller au niveau de cellules endothéliales, elle va se fixer sur les récepteurs donc de la phosphocholine, etc. Elle va favoriser l'inflammation au niveau des vaisseaux. Et cette inflammation au niveau des vaisseaux, on appelle le syndrome inflammatoire, donc, qui est diffusé, qui est systémique.
Et puis quand on va voir cette inflammation dans les différents vaisseaux, on va provoquer une vasodilatation, on va augmenter la perméabilité et on va faire passer les liquides de tord à travers au niveau de l'organisme. Et là, on va favoriser une hypovolémie, on va favoriser un choc septique, et c'est ce choc septique-là, avec cette hypovolémie qui est ici, avec l'inflammation qui est ici, on va aller vers une défaillance multiviscérale. Et donc, cette défaillance multiviscérale, elle va toucher le foie, et c'est pour cela qu'on va trouver azatéalate élevé. En plus de ça, cette hypovolémie, elle va altérer le rein, et c'est pour cela qu'on va trouver l'urée créatinine élevée. Et donc, c'est ça donc ce qui va passer quand on va avoir cette infection. En plus de ça, ces cellules pulmocytes de type 1, ils vont libérer ce qu'on appelle les leucotriènes et les prostaglandines qui vont stimuler l'innervation donc le nerf vague, et le nerf vague il va stimuler une toux, et cette toux d'abord elle est sèche parce qu'avant la survenue de ces liquides, de ces cellules. Et puis, quand on est en phase de consolidation, ce alvéole est plein de macrophages, de neutrophiles, des débris, de débris cellulaires. On est en phase de consolidation, on va faire sortir donc les crachats. Et donc tout ça, il va entrer dans ce qu'on appelle le SDRA. En plus de ça, comment on a connu qu'on va voir cette physiopathologie, parce que eux, ils font beaucoup d'études, et donc ils ont fait des biopsies sur les cadavres, et dans ces biopsies, ils ont trouvé ce grand nombre de cellules, et à chaque fois, ils trouvent un type de cellule, et puis ils ont lié les étapes, ils ont compris que c'est ça la physiopathologie de COVID-19. Bon. Pour la vitamine D, donc c'est quoi la relation entre les deux? Donc la vitamine D, donc on sait qu'elle peut venir par voie orale, comme elle peut venir suite à l'effet des ultraviolets. Donc elle va venir par voie orale, et puis elle va donc au niveau de tube digestif, pour qu'elle va être absorbée, parce que c'est une hormone stéroïdienne là. Il faut avoir la formation des kilomicrons, et puis on va réabsorber ce cholecalcéphéron. Ce cholecalcéphéron, il va passer au niveau du sang, il va trouver ce qu'on appelle protéine binding vitamine D, et donc il va se fixer sur cette protéine d'une part. D'une autre part, donc au niveau de la peau, on a le 7-dihydrocholestérol qui est stocké au niveau de la peau. C'est le cholestérol, et là, il va subir l'effet des ultraviolets, et donc il va se transformer en cholecalcéphéron qui va se fixer lui-même sur la protéine binding vitamine D. Et puis ils vont migrer, ils vont aller vers qui? Ils vont aller vers le foie. Pourquoi? Parce qu'on a l'enzyme, ce qu'on appelle la 25-hydroxylase. Pourquoi l'appeler comme ça? Parce qu'elle va additionner un groupement hydroxyle sur le carbone numéro 25. Et elle va donner le 25OH cholecalcéphéron. Et ce 25OH cholecalcéphéron, il va aller vers qui? Il va aller vers le rein. Par plus de précision, il va aller au niveau des cellules de tube contourné proximal. Pourquoi? Parce qu'au niveau de ces cellules, on va voir la alpha-1 hydroxylase qui va ajouter un groupement hydroxyle sur le carbone numéro 1, et elle va activer cette vitamine D3. Et donc elle va donner le 1,25 dihydrocholecalcéphéron, c'est la vitamine D3 active. Et celle-ci, elle va réabsorber le calcium. Bon, cette 25OH de cholecalcéphéron qui sort du foie, elle peut être activée où? Au niveau des macrophages. Pourquoi? Parce que les macrophages, au niveau de la superficie de ces macrophages, ils expriment la alpha-1 hydroxylase. Ils vont attendre la survenue de 25OH de cholecalcéphéron. Dès qu'il vient, elle ajoute un groupement hydroxyle et elle le transforme donc en la vitamine D3 qui est active. Puis parce c'est une hormone stéroïdienne, elle peut faufiler entre les phospholipides, et donc elle va entrer au niveau des macrophages, et elle va trouver une protéine donc, qui va fixer cette vitamine D3, et elle va entrer au niveau du génome, et elle va faire quoi? Elle va activer les gènes qui sont responsables de la production de certaines protéines spécifiques. Donc on a deux types de protéines. On a les bêta-défensines et on a les COMP. COMP, donc ce sont des protéines, donc sont antimicrobiales peptides, donc ce sont des protéines spécifiques.
Donc on commence par la bêta-défoncine. La bêta-défoncine, qu'est-ce qu'elle fait? La bêta-défoncine, quand elle trouve le SARS-CoV-19, elle va provoquer la formation des tunnels et elle va provoquer l'altération de ce virus, la destruction de ce virus parce qu'il a une enveloppe. Et ce bêta-défoncine, elle travaille beaucoup plus sur les virus enveloppés. Donc c'est pas seulement le Covid, donc même le virus respiratoire syncytial, le virus de la grippe, donc tout virus qui a une enveloppe, il va être touché par cette bêta-défoncine. Et cette bêta-défoncine, elle est elle-même activée par la vitamine D3 d'une part. D'une autre part, donc les antimicrobiels peptides, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un clivage des spikes, des antigènes de Covid. Et donc ils vont les cliver d'une part. D'une autre part, ils vont favoriser l'augmentation de la perméabilité au niveau des vaisseaux. Pourquoi? Parce que ces camps, ils vont stimuler, ils vont provoquer l'appel de qui? Des macrophages. Ils vont travailler comme un GPS qu'on appelle le chemotaxine molécule. Et donc ces macrophages, quand ils vont venir, ils vont trouver la perméabilité, elle est élevée, ils vont sortir. Et dès qu'ils vont sortir, le camp, il va activer ces macrophages. Et ces macrophages, quand ils sont activés, ils vont phagocyter ces virus. Ils vont cliver, ils vont sortir les antigènes, donc les spikes, ces spikes-là. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le fixer sur le CMH2. Et ce CMH2, il va venir à partir du chromosome 6. Et donc, dans l'historique de l'être humain, il a un CMH2 qui va connaître l'antigène de Covid. Donc, et puis, ce CMH2, il va prendre l'antigène, il va la présenter pour qui? Pour les lymphocytes T, qui sont les lymphocytes T naïfs. Et ces lymphocytes T naïfs, ils ont un TCR, c'est le récepteur. Et ce récepteur va connaître l'antigène, même le TCR. Donc on a dans l'historique de ces cellules, donc ils peuvent connaître l'antigène Covid. Et puis, quand ils vont connaître l'antigène, ils vont reconnaître le CMH2 par qui? Par le CD4, Cluster of Differentiation 4. Et puis, qu'est-ce qu'on va voir? En fonction de l'environnement. Si notre environnement est riche en interleukine 4, on va transformer cet lymphocyte en T helper 2. Et c'est ça la voie qu'on veut, nous les médecins. On ne veut pas l'autre voie. Cette voie, c'est une voie anti-inflammatoire. Et cette voie, elle est elle-même activée par la vitamine D3. Donc, en présence de l'interleukine 4 et la vitamine D3, on va stimuler la transformation en THR2. Le THR2, qu'est-ce qu'elles vont faire? Ils vont libérer de l'interleukine 4 et l'interleukine 5. Et l'interleukine 4 et 5, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire la prolifération et l'activation des lymphocytes LB. Et puis, ils vont assurer la différenciation des lymphocytes LB en plasmocytes. Et ces plasmocytes, ils vont libérer des anticorps. Et ces anticorps, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont neutraliser ce virus-là. Ils vont se fixer sur les spikes. Ils vont neutraliser ce virus-là. D'une part, d'une autre part, quand ils vont se fixer sur l'antigène, ils vont favoriser ce qu'on appelle la phagocytose. Ils vont favoriser la phagocytose pour les macrophages. D'une part, d'une autre part, les anticorps, ils activent le complément. Le complément, qu'est-ce qu'il fait? Il fait les MAC, donc les complexes d'attaque membranaire, et on va tuer ce virus qui est le virus qui est parmi les plus graves virus. En plus de ça, cette TL2, qu'est-ce qu'elle fait? Pour qu'elle assure qu'elle va travailler bien, elle va libérer l'interleukine 10 qui bloque la transformation de T lymphocyte T naïf en lymphocyte T helper 1. Parce que cette voie, c'est une voie qui est ce qu'on appelle la voie inflammatoire, parce qu'en présence de l'interleukine 12, elle va se transformer en TLPR1. Et le TLPR1, qu'est-ce qu'il fait? Il va libérer l'interféron gamma. Et ce interféron gamma, il va activer les macrophages. Et les macrophages, quand ils sont activés, ils vont libérer interleukine 1, 6, 8, T9 alpha, ce qu'on appelle la tempête des cytokines. Où on trouve la tempête des cytokines? Dans autre item, par exemple, c'est dans le syndrome de Kawasaki, qui est lui-même très fortement associé avec le Covid-19. Et donc, c'est ça la tempête qui va provoquer la mort de ce patient, parce qu'elle va donner les problèmes que j'ai expliqués auparavant. Donc, le principal c'est l'interleukine 6. Parce que c'est lui qui va aller vers le foie, il va élever le CRP, il va élever la CRP, il va provoquer l'inflammation. D'une part. Donc, dans ce cas, on a vu que la vitamine D3, elle a un rôle très important. Où? Donc, premièrement, là,
Parce que là, la vitamine D3, elle va activer le gène qui va produire la bêta-défensine et le COMP. Et ces deux-là, ils vont assurer la mort de ce virus-là. D'une part. D'une autre part, cette vitamine D3, elle va activer l'interleukine 4 qui va nous donner la voie anti-inflammatoire. Quand elle est absente, la vitamine D3, là, on va avaler vers la voie de TLP1 qui est grave parce qu'elle va donner la tempête des cytokines. En plus de ça, la vitamine D3, qu'est-ce qu'elle va faire cette vitamine D? C'est qu'on sait que le système rénine, angiotensine, aldostérone, il va commencer à partir de l'angiotensinogène, et là, ce angiotensinogène, il va se transformer en angiotensine 1 à travers l'aide de qui? De la rénine. Et cette rénine, lui-même, elle est inhibée par la vitamine D3. Donc, cette angiotensine 1, donc on sait qu'elle se transforme en angiotensine 2. Et cette angiotensine 2, elle va travailler sur le récepteur d'angiotensine. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va provoquer la vasoconstriction. La vasoconstriction provoque l'ischémie, et l'ischémie provoque l'inflammation, et l'inflammation provoque des dégâts pulmonaires. Alors, cette angiotensine 2, elle peut se transformer en angiotensine 1 et 7. Par l'aide de qui? Donc, par l'aide de ce qu'on appelle le ACE2. Celui-là qui va se fixer sur le spike de Covid. Donc, c'est lui qui aide la transformation en angiotensine 1 et 7. Et cette angiotensine 1 et 7, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la vasodilatation et elle va diminuer l'inflammation et elle va éviter les dégâts pulmonaires. Et donc, cette vitamine D, elle stimule le ACE2 et donc elle va favoriser l'angiotensine 1 et 7 qui va assurer, on va éviter les dégâts pulmonaires. Alors que le COVID, il va se fixer sur les récepteurs-là, il va diminuer le nombre et donc il va chanter la voie vers l'angiotensine 2 et cette voie, elle va provoquer des dégâts pulmonaires et ce récepteur-là. Donc c'est la raison pour laquelle les sujets qui sont hyper tendus, on évite les IEC parce que les IEC, donc ils vont augmenter le nombre de ces ACE2 là, quand ils vont augmenter, donc le virus il a beaucoup de chances de se fixer sur ces récepteurs là. Donc c'est ça, donc la relation entre vitamine D et COVID-19. Ce qu'il faut savoir, quand est-ce qu'on peut avoir cette carence en vitamine D? C'est là quand on a un problème au niveau hépatique. Parce qu'on ne va pas avoir la 25 hydroxylase. Quand on a un problème au niveau rénal, parce qu'on ne va pas avoir la alpha-1 hydroxylase. Obésité. Pourquoi obésité? Parce que c'est une hormone stéroïdienne qui va entrer et avoir une séquestration au niveau des cellules lipidiques et on va diminuer la quantité de vitamine D qui circule donc, dans le sang. La race noire, pourquoi la race noire? Parce qu'ils ont très grande quantité de la mélanine et cette quantité de mélanine, donc elle ne va pas faciliter donc, le travail de ces ultraviolets. En plus de ça, est-ce qu'on peut avoir une toxicité par la vitamine D3? On peut avoir cette toxicité, mais la toxicité, elle a certaines conditions. Par exemple, il faut avoir une hypercalcémie qui est associée. Ou par exemple, il faut faire attention si le patient a la sarcoïdose. Parce que la sarcoïdose, on a beaucoup de granulomes. Et ces granulomes, ils sont très riches en alpha-1 hydroxylase. Et donc, on va assurer l'hyperproduction de cette vitamine D. En plus de ça, quand on donne cette vitamine D, il faut avoir un bon apport de la vitamine K pour assurer l'absorption au niveau digestif. Et donc, on va donner les 200 unités donc, de la vitamine D. Donc, c'est ça la relation entre les deux et donc je vous remercie.